C'est bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier projet en France, visite en ligne de la carte de Shochu aujourd'hui. Je m'appelle Keiichiro Miyagawa, organisateur de ce projet de Kramasta. Le Japon a été durement touché. Au cours de 2 dernières semaines, de fortes pluies se sont abattues sur le sud du pays, en particulier sur l'île de Kyushu, après les vagues incendieuses de coronavirus. Je présente mes sincères condoléances aux victimes de cette catastrophe. Nous n'avons par conséquent décidé d'ouvrir un autre niveau pour promouvoir un projet phare de cette région, à savoir le shochu, un autre alcool national traditionnel de HPR. Nous organisons donc 3 événements en ligne. Aujourd'hui, il y a 2e. Si vous avez des questions au cours de la visite, vous pouvez poser par chat, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, je voudrais relayer à notre président Kramasta. Monsieur, vous avez Tuisa, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour à tous. En effet, nous participons à cette 2e édition des visites de maisons de Shochu et comme l'a souligné Monsieur Miyagawa, c'est un moyen pour nous de témoigner notre affection à l'île de Kyushu qui, comme vous l'avez entendu, en plus de la pandémie mondiale qui nous frappe tous, eh bien, l'île de Kyushu est malheureusement frappée en plus par des inondations sans précédent, causant effectivement de nombreuses victimes humaines et des pertes agricoles innombrables. Donc effectivement, ce sont des temps sombres et difficiles pour l'île de Kyushu. Et effectivement, depuis maintenant plusieurs années, Kuramaster envisage d'intégrer le shochu dans sa compétition, ce qui devrait être chose faite en 2021, avec un concours spécifique en dehors, puisqu'effectivement, le shochu est l'autre alcool national japonais, exclusivement à 99% produit dans cette île de l'extrême sud du pays pour des raisons climatiques. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Mais effectivement, c'est un moyen pour nous, grâce à vous, eh bien de promouvoir, en tout cas de faire connaissance avec cette boisson tout à fait atypique. On verra bien sûr tous ensemble le process, évidemment, au cours de cette séance, le process, la dégustation et surtout comment intégrer le shochu dans nos restaurants et dans notre paysage de consommation en France. Il y a beaucoup d'options possibles, bien entendu. Et ce shochu nous propose plusieurs bases. Lundi, nous avons vu effectivement la base de patates douces sur l'île de Kagoshima, qui est la spécialité. Aujourd'hui, nous allons à Kumamoto, qui est une autre préfecture de l'île. Et cette fois-ci, la base va être le riz. Donc là, c'est une base qui nous est un peu plus familière lorsqu'on est habitué au saké japonais. Donc la passerelle, vous allez voir, est plutôt facile et intéressante. Mais bien entendu, on utilise d'autres ingrédients de base comme l'orge, le sucre noir également, et puis d'autres ingrédients plus, je dirais, anecdotiques selon la créativité du maître de chez. Mais en effet, aujourd'hui, nous recevons Monsieur Toyonaga, excusez-moi, Monsieur Toyonaga, qui est ici présent. Bonjour, Monsieur Toyonaga, je suis ravi de vous accueillir. Merci pour votre présence. Et on va tous ensemble aujourd'hui visiter votre maison et essayer de percer les secrets de votre savoir-faire. 豊永社長、今日はお忙しいところ、お越しいただきましてありがとうございます。今日は社長、ご立席の中、一緒にですね、御社の魅力的な焼酎を、初めてフランス人の、プロもしくは、焼酎ファンにご紹介できる機会を大変光栄に思っております。では、これからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Et vous allez voir que la philosophie de Monsieur Toyonaga est particulièrement intéressante.
C'est une maison voilà, qui m'interpelle beaucoup dans sa philosophie, dans sa façon de voir les choses, parce que vous allez voir qu'on n'est pas si éloigné que ça déjà du saké japonais et du savoir-faire ou de la philosophie de nos vignerons français. Vous allez vite comprendre. Le nom d'ores et déjà de cette cuvée, eh bien, je dirais, porte à la réflexion, puisque Kangakoi signifie la perfection enveloppée par la main de l'homme. C'est-à-dire qu'on a une parfaite conscience de la nature, de ce qu'elle peut nous offrir, mais on a surtout une parfaite conscience que cette nature ne donnera pas tout et que l'homme va devoir interpréter cette nature en la mettant en scène. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça fait aussi partie des piliers du vin, ce qu'on appelle la notion de terroir, où l'homme est bel et bien au centre de tout cela. Sa philosophie est la suivante, c'est créer l'harmonie à partir du grain de riz jusqu'à la bouche du consommateur. Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une vraie recherche de l'origine même, c'est-à-dire que Monsieur Toyonaga est propriétaire de ces rizières, ce qui est rare au Japon, quand on est également transformateur, soit en saké, soit en shochu. D'usage, les rizières sont exploitées par des agriculteurs qui fournissent le riz déjà poli aux maisons de saké ou aux maisons de shochu. Là, en l'occurrence, on a une vraie traçabilité de la plantation du riz jusqu'à la bouche du consommateur. Hein, ce sont les mots vraiment du président. C'est une maison qui est, alors j'allais dire récente, tout est relatif, mais au Japon, c'est relativement récent, hein, 1894, pour la production de shochu, hein, donc ce qui en fait la 4e actuelle et future 5e génération de producteurs de shochu. Mais rappelons que cette maison était un peu plus ancienne que ça en termes d'agriculture, puisqu'on produit du riz ici depuis 13 générations. Donc ça a toujours été une agriculture de riz dédiée au shochu. Donc ils produisaient le riz pour les distillateurs. Et donc depuis 5 générations, ils vont jusqu'au bout des choses puisqu'ils distillent eux-mêmes, fermentent et distillent. En 1986, dans cette maison, c'est le début de l'agriculture biologique, où on décide d'arrêter tout produit chimique. En 86, c'était déjà avant-gardiste. Hein, nos vignerons français, eh bien, la plupart n'étaient pas encore sur ce chemin-là, mais quelques-uns étaient en train de commencer. C'était les prémices. Et en 2000, l'ensemble de la propriété est sans aucun engrais chimique, certifié en 2001 par le label japonais en tant qu'agriculture biologique. Ça a eu pour conséquence ce passage en agriculture biologique, eh bien, une diminution de la production de 20% environ de ces rizières. Et vous allez le voir, hein, on va voir tout ça tout à l'heure avec les rizières. La nature progressivement a compris ce changement, cette non-assistance par les produits phytosanitaires, et progressivement, une fois que la nature a compris ça, elle a reproduit un tout petit peu pour arriver aujourd'hui à une perte de 10% seulement, entre guillemets, par rapport à l'origine. Donc c'est plutôt intéressant. Sa vision, en tout cas son objectif à M. Toyonaga, c'est la continuité pour l'éternité. Voilà pourquoi le passage en bio a eu lieu, c'est pour préserver cette nature. Il est pour laisser libre la nature. Ça, c'est extrêmement intéressant comme notion. Il est pour la pureté de l'air, il est pour la pureté de l'eau et il est pour la pureté des personnes. C'est-à-dire qu'il est pour la sécurité et la sérénité de tous. Ça me fait penser à une chose intéressante en France, c'est cette idée de la biodynamie, parce que la biodynamie, c'est au sein du paysage biologique français, c'est quand même une spécificité, et même, je dirais, une philosophie, où on va aller chercher jusqu'au bien-être de l'environnement et du personnel qui y travaille. Et bien ici, c'est pareil. On peut vraiment constater que il y a vraiment cette idée de préserver et de pérenniser l'ensemble. Donc effectivement, à l'heure où on parle de croissance chaque année, de productivité ou autre,
ici, le temps est suspendu. On veut faire de la grande qualité, maîtrisée. Et ça, je trouve ça plutôt honorable de la part de cette maison. Pour lui, la pureté reste le maître mot, évidemment. Ça doit être un miroir du terroir. Et on va le voir tout à l'heure. Hein, donc, j'ai le shochu ici avec moi. On pourra faire une dégustation avec David également qui est là. On fera une dégustation tous les deux. Et on va pouvoir interpréter ça dans le verre. Peut-être maintenant vous proposer un rapide rappel sur le process de fabrication du shochu. Alors, pour vous rappeler un petit peu cette boisson, où elle se situe, hein, j'avais fait le point lundi, mais on va le refaire bien entendu tous ensemble. Le shochu, c'est tout simplement un saké distillé. Et là, avec une base de riz, c'est encore plus simple, vous allez voir, puisque quand on prend l'exemple, voilà, je dirais du whisky, n'oublions pas que le whisky, à la base, c'est une bière, hein, une bière de malt fermentée que l'on va distiller. Eh bien, c'est à peu près pareil pour le shochu. C'est un saké fermenté que l'on va ensuite distiller. Il y a toujours cet ensemencement par le koji, hein, pour le riz. Donc, on va vraiment chercher un saké extrêmement intéressant. Vous allez voir qu'ici, il y a quelques spécificités. On en parlera avec le président tout à l'heure. Mais grosso modo, voilà, ayez bien en tête que le shochu, c'est du saké distillé. C'est le terme le plus simple et le plus efficace. Toute la technicité, on va la voir ensuite sur la slide suivante. Je crois on pourra bien sûr détailler un petit peu cela. Mais effectivement, voilà, le saké japonais, donc, c'est brassé, le shochu, c'est distillé. Ce sont donc les deux grands alcools japonais. Grande différence, c'est que le shochu distillé est fait uniquement dans l'île du Sud, l'île de Kyushu, donc l'extrême sud du Japon, parce que cette méthode de distillation, je dirais, avec des pressions hautes, des fermentations, des températures de fermentation hautes, eh bien, ne sont possibles, entre guillemets, que dans le sud. En tout cas, la technique de distillat a été adaptée aux régions plutôt chaudes ou tempérées. Rappelons que le nord du Japon est extrêmement froid l'hiver, il reste quand même froid une bonne partie de l'année. Donc, il est vrai que c'est un peu moins adapté au process de distillation. Et voilà pour le processus imagé cette fois-ci. Alors, on a gardé le même avec la patate douce en dessous, mais voilà, concrètement, c'est le même process, vous voyez en haut, sur toute la fabrication du saké. Donc, on va bien sûr cuire ce riz à la vapeur, le refroidir, l'ensemencer de koji. Et donc, ensuite, on va en faire un saké en ensemençant cette base avec en plus des levures de fermentation qui vont dans cette cuve, on va le voir tout à l'heure, avoir cette double fermentation simultanée, c'est-à-dire que le koji va transformer l'amidon du riz en sucre et en même temps la levure va transformer le sucre en alcool. Donc jusque-là, c'est pas plus compliqué que le saké japonais finalement. Donc il y a d'autres bases qu'on peut ajouter, hein. Donc là par exemple patate douce ici, mais il y a aussi l'orge, le sucre noir notamment. Là c'est pas le cas, on est 100% riz ici. Et donc les moromi, donc les mous fermentés, donc vont être passés en distillation. On va voir après avec monsieur le président tout à l'heure les détails, mais effectivement, stockage qui en général est dans une cuve émaillée ou une cuve inox pendant 6 mois, mise en bouteille, et c'est terminé. Le shochu authentique est réalisé. Rappelons un détail technique, c'est que cette distillation, donc comme en Armagnac en continu, délivre des eaux de vie à 42 degrés environ, 42, 45, ça dépend. Mais effectivement, on est dans cet ordre, ce registre-là. Et ensuite, immédiatement réduit à l'eau de source locale, pour tomber ici en l'occurrence à 35 degrés. Mais on a des shochu qui peuvent aller beaucoup plus bas, hein. On peut aller jusqu'à 25 degrés, beaucoup plus digeste également. Voilà. Pour ce détail technique
On peut peut-être aller, Tomoko, sur voilà, la maison. Et là, peut-être que je vais passer la parole à Monsieur Toyonaga pour qu'on puisse effectivement déceler avec lui poser des questions, parce qu'on est tous là pour ça, sur cette belle maison que vous voyez relativement authentique. On n'a pas du tout d'installation vue de l'extérieur moderne. On reste vraiment sur quelque chose de ce que j'appelle moi le beau rustique authentique d'époque qui traduit déjà une certaine attache à la tradition japonaise. Monsieur Toyonaga, quelques questions pour vous. La maison que l'on voit ici sur la photo, donc votre maison à peu près, la date de la construction de ce bâtiment. すいません、豊永社長。今ですね、これから豊永社長の酒造の、いろんなメゾンの、詳細に、入っていきたいと思うんですけれども、まず、この写真の下にあります、樽が置いてある蔵は何年ぐらいのメゾン作りなんでしょうか、この建物自体は。これはですね、樽貯蔵を本格的に始めたのは35年前からです。この建物自体は、建物自体は、はい、いや、建物ではなくて、樽貯蔵ですね。この建物は何年ぐらいの建物ですか？これはですね、こちらの方は50年なんです、この樽のところはですね。50年、ごめんなさい、60年経ってます。で、今私がいる蔵の方は、上の方にある蔵は、これはですね、100年ほど経ってます。ということで、井出さん、写真の上は100年前のメインの蔵ですね。下が60年前の樽貯蔵している箇所で、樽貯蔵は35年前から始めたってことです。お願いします。そうです。Donc le bâtiment que vous trouvez dans l'image en haut, ça date de 100 ans. 100 et ans. Oui, 100 ans. Parfait. Et l'image en dessous, enfin en bas, ça date de 60 ans. 60 ans, c'est ça. Le chai un peu plus récent. Oui, le chai, ça date, en fait, oui, c'est ça, parce que c'est pour conserver dans le todo, qui date de 35 ans. Parfait. Monsieur Toyonaga, vous dites utiliser le riz de Kumamoto, l'eau de Kumamoto et les personnes de Kumamoto, ce qui est effectivement une parfaite passerelle du terroir, une explication de terroir. Simplement, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur les caractéristiques de l'eau de Kumamoto? Quelle serait d'après vous l'image de cette eau locale? ですね、豊永社長、御社の焼酎はまさに熊本の米で、熊本の水、そして、御社の、熊本の地元の人のすべての、この3つのですね、まさにテロワールの、コンセプトで作られていると思うんですが、熊本の水を少し特徴を教えていただけないですか？どういう水というふうに説明すればいいでしょうか？私たちの場所は盆地です。周りを全部山に囲まれてます。で、熊本でも高い山1722メーターの山がありまして、で真ん中に盆地の真ん中に球磨川という、今度ちょっと氾濫しましたけれど、甚大な被害が出たんですけれど、その球磨川という、川が流れております。で、水としては、軟水です。Donc notre brasserie se situe dans un bassin entouré de montagnes. Donc la montagne la plus haute mesure de 1722 mètres.
Et puis, au milieu du bassin, il y a la rivière appelée Kumagawa, donc inondée cette fois-ci. Et puis, la qualité d'eau, c'est de l'eau douce. で非常に水はさっきも言いましたように軟水なんですけど、非常にきれいな水で、私たちは特にその球磨川の上流部におりまして、湯の前というところなんですけど、湯の前は、浄化槽とか浄化する必要はもう全然ない、そのまま飲めるというふうに言われております。どうぞ。Et comme de l'eau douce, de très belle qualité. Et on est situé vers la partie haute de rivière appelée Inomae. Et on n'a pas besoin de purifier de l'eau dans cette partie. Oui, parce qu'il est vrai que dans une eau de montagne, plus on est haut en altitude, plus on va chercher la pureté, évidemment, parce que l'origine même de la source. Donc effectivement, oui, c'est un élément extrêmement important d'être placé en altitude, ça j'imagine. Ensuite, la riziculture. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment l'essence même de la maison. Alors, je crois que ça fait 13 générations, Président, que vous cultivez le riz dans cette région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste un passage en agriculture biologique? Quels ont été les changements apportés par rapport au passé? Et voilà, concrètement, quelles sont les étapes pour être certifié en agriculture biologique? 豊永社長、13代目農業として13代目に、引き継がれているというふうに伺っておりますけれども、有機の栽培、有機農家として、なる、きっかけになったことですとか、そこの認証を取るまでどういうようなステップがあったんでしょうか。そうですね、まず、有機の方に目覚めたというか、それは私たちの焼酎は熊焼酎というんです。お米を使って作る焼酎、熊焼酎で、これが実は芋焼酎よりも長い歴史があって、本格焼酎のルーツであるということにたどり着いたのと、あとやはりこの土地ですね、私たちのところは人口が8万人、この盆地の中で8万人しかいないんですけれども、蔵元が27あります。これはどういうことかというと、やはりこの土地が素晴らしい、おいしい、素晴らしいそのお米を生み出して、で、焼酎文化というものが500年前にこのど田舎なんですけど、すごく田舎なんですけど、芽生えたと、誕生したということを、この歴史ですね、この歴史とこの風土の大事さが分かったときに、これは私たち焼酎、私で4代目なんですけれど、焼酎屋としては4代目なんですけど、私たちの責務というか使命は、この素晴らしい風土を焼酎で表現しないと意味がないと思いました。そこからです。はい、お願いします。ありがとうございます。Donc, pour répondre à votre question, il y a donc plusieurs points. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que le commun shochu, le shochu de notre région, date plus que des autres types de shochu comme de patates douces. Donc, on s'est rendu compte que c'est l'origine de shochu authentique. Et ensuite, c'est vraiment la campagne de notre région. Il n'y a que 80 000 personnes d'habitants.
Mais il y a 27 brasseries de shochu, c'est-à-dire que notre région permet de produire de riz de très belle qualité et de très bel environnement. Donc, notre mission, c'est de préserver notre environnement et de faire continuer notre histoire. Donc, c'est pour ça qu'on voulait exprimer cette longue histoire, très belle environnement par intermédiaire de notre shochu. Donc, ça, c'était l'idée de concevoir la production biologique organique de shochu. あといいですか？もうはい、続けていいですか？はい。それ結局農薬化学肥料を使うと周りの環境を汚してしまうわけですよね。でそれは熊の素晴らしい自然を表現することにはならない。やはり永続可能な農業をやってこそ、熊の表現になるということで、有機農法を始めました。Donc, si on utilise l'engrais chimique, c'est lié à la pollution de l'environnement. Donc, ce n'est pas le fait d'exprimer notre nature de commun dans notre produit de shochu. Donc, nous, on souhaite continuer notre production dans la nature. 今一つ質問が来てます。ちょっと見ていただけますか。Désolé, je interromps, c'est une question de Monsieur Bernard. 焼酎用の酒米のどういうお米で、名前はどういうもので。C'est le Ginno Sato, je crois, la variété de riz, si je ne me trompe pas. Ginno Sato. Ginno Sato. Ouais, c'est ça. Kyushu no okome nan desu. Ouais, c'est ça. C'est le riz de Kyushu. Donc, ça s'écrit G-I-N-N-O-S-A-T-O. Ginno Sato. Ginno Sato, pardon. Oui. Sato. G-I-N-N-O-S-A-T-O. Oui, j'ai écrit. Oui. Voilà, tu écris. Parfait. J'ai aussi une excellente question sur la différence entre l'alcool chinois, qui est effectivement est distillé à 40 degrés, et le shochu. Le baijiu, en réalité, il a une origine pas que de riz, puisqu'il y a aussi la baie de sorgho, qui est une petite baie rouge qui est distillée et qui effectivement masque un petit peu cet aspect riz. Là, on le verra en dégustation un peu plus tard, ce shochu à base de riz, c'est vraiment des nez de saké. Hein. Les bouches sont un petit peu nuancées, mais en revanche, les nez, quand on sert frais, c'est extrêmement proche d'un saké japonais. Moi, spontanément, je n'ai pas vraiment l'impression de goûter un shochu au premier nez. Donc, c'est assez proche. Effectivement, ça, c'est la principale différence avec le baijiu qui, lui, est extrêmement, entre guillemets, spiritueux, très éthéré, un peu plus éthéré. Et surtout, le baijiu, il y a plusieurs fermentations et notamment quand on parle de mautai, on peut aller jusqu'à 8 distillations consécutives, donc c'est extrêmement long. C'est un process bien particulier aussi de baijiu, mais effectivement, ne pas confondre. Les degrés d'alcool sont sur le shochu également un peu plus nuancés, puisqu'on va commencer le shochu à 25 degrés d'alcool. Il y a également dans cette rizière quelque chose d'assez intéressant à souligner, c'est que tous les riz utilisés ne sont pas polis. Donc, il y a cette idée d'aller chercher l'authenticité du riz. On va donc faire un saké genmai, G-E-N-M-A-I, qui signifie avec un riz non poli. Et ça, c'est extrêmement intéressant. J'en parlais avec Dominique Laporte il n'y a pas très longtemps sur une dégustation de riz Goyaku Mangoku, par exemple, à 50%. Et on le trouvait un peu, il a raison, comment dire, pas adapté, ce polissage. Parce qu'effectivement, le Goyaku Mangoku est un riz qui s'exprime bien à 70-60% de polissage, pas plus. Là, il est à 50, c'était un peu trop, et on est passé à côté de beaucoup de choses.
La question que j'ai, Président, pour vous, est-ce que le fait, alors là on va être un peu plus global parce que vous parlez de riz, donc on va élargir un peu le sujet sur le saké, mais est-ce que d'après vous, vous qui aimez chercher l'authenticité des produits, aller chercher le taux de polissage très fort des levures relativement identiques, n'est-ce pas là un danger d'avoir un saké uniforme dans tout le pays? Et est-ce que, deuxième question, vous êtes davantage pour des taux de polissage, j'allais dire, à peine polis, hein, donc c'est-à-dire les 90, les 80 restants. Est-ce que ça, pour vous, c'est l'avenir ou est-ce qu'on va continuer à aller chercher des taux de polissage extrêmes comme les 23, les 8, les 1 même sur une maison qui est en train d'essayer? Qu'est-ce que vous en dites? 豊永社長、ご質問なんですけれども、今、日本酒の業界では構成米を追求したり、その分、酵母を使ってっていうことで、酵母の特徴が出るような傾向がありますが、そういったことに対してのちょっとご意見とですね、あと、御社の方では常にこれからも玄米100というよう100にこだわっていかれるのか、そのあたりいかがでしょうか。まず私が玄米で作ろうと思ったのはなぜかというと、昔の書物に出てくるんですね。1900年初頭までは我々の熊焼酎は玄米で作られてたと。で非常に美味しかったと。ただ、それ以降は、収量を求めるために、白米にしていったというふうな書物が残ってまして、これ絶対もう熊焼酎の原点を我々絶対知るべきだというところからまず始まりました。でそれで作ってみると確かにうまいんですね、これ。なんで美味しいかというと本当のお米の味がするんです。はい、一応そこまでいきましょうか。Donc, on a commencé à utiliser le riz complet, donc riz non poli, parce que on a trouvé des archives en disant que jusqu'au début du XXe siècle, donc vers 1900, le shochu de Kuma a été fabriqué à partir de riz non poli et c'était très bon. Ouais. Mais pour avoir plus de quantité de production, on est passé au riz poli. Mais donc Monsieur Toyonaga, il voulait absolument savoir ce que c'était le Kuma shochu authentique. Et oui, et effectivement, il a réalisé et c'était très très bon. Et il est vrai qu'on a un petit retour en arrière, et je dirais pas que dans le saké ou le shochu, mais même dans les vins, hein, il y a toujours cette idée d'aller faire un peu comme les grands-parents le faisaient. Et effectivement, en revanche, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Président, le koji blanc que vous utilisez donc pour ensemencer ce riz et donc transformer l'amidon en sucre, pardon, a-t-il de la difficulté, comme c'est un riz non poli, a-t-il de la difficulté pour aller chercher le cœur du riz et pour ensemencer? Vous me parlez de fissure du riz. Est-ce que vous pouvez nous détailler cette technique pour que le koji rentre dans le riz? 豊永社長、今ワインの業界でもですね、私たちの祖父の時代の作り、原点回帰のような傾向があるんですけれども、御社の白麹のですね、漬け方で、お米が少し割れてひびが入ったところについていくっていうような話を伺ったんですが、そこ非常に興味深いので、そこをもう一度少し説明していただけませんか。玄米で作るときに非常に困難なところがあるんです。それは、まず玄米では水を吸いにくいということです。で、普通我々、白米で仕込むときは約1時間
の時間を使って水を吸わせます。しかし玄米は、うちでは2日間水につけてで、水を吸わせるというふうに、まず水を吸いにくいと。でそれから、先ほど言われましたように玄米の茶色い部分には実は麹はつかないんです。菌はつかないんです。じゃあどこにつくかというと、ちょっと水を吸った時とかにちょっと割れるんですね。少しこう割れると。でそこにひびが入ってるわけですね。ここに何でしょう、集中的にグッとこう力強くついてくるわけです。白米の場合は白米全体に麹はつくんですけど、それとは全然違って玄米の場合はその割れ目のところに、少しある割れ目のところに必死でこう麹菌がしがみついているような感じでですね、麹がついて、で、ただこれちゃんと酵素立化といって、酵素のパワーはすごくあります。ほぼ白米と変わりません。Donc, vous avez parlé de fissures. Donc, effectivement, c'est très difficile d'absorber de l'eau quand on ne polit pas le riz. Donc, on laisse tremper dans l'eau le riz blanc pendant 1 heure pour faire absorber de l'eau. Donc, 1 heure, c'est extrêmement long. Non, 1 heure de riz blanc, enfin riz poli, pardon. Oui. Mais par contre, pour le genmai, le riz non poli, on laisse pendant 2 jours. C'est incroyable. Oui. Et après, il faut vraiment que le riz ait le temps de se, entre guillemets, ramollir pour laisser la place ensuite au koji pour qu'il puisse rentrer davantage. Mais il faut 2 jours donc. Oui, il faut 2 jours. Et puis dans la partie brun de surface de riz complet, de riz non poli, en fait le champignon n'habite pas ici. Par contre, comme vous avez parlé tout à l'heure, il y a la fissure qui apparaît lorsque on trempe le riz dans de l'eau. Et puis les champignons se concentrent sur cette fissure. Donc le champignon devient plus puissant. Parce que rappelons pour tout le monde qu'effectivement, cette enveloppe du riz brun tout autour, c'est rempli de lipides, de protéines qui sont effectivement un obstacle à la pénétration du koji dans le cœur. Donc effectivement, c'est pour ça à l'origine d'ailleurs qu'on débarrasse entre guillemets le riz de cette enveloppe parce qu'elle est chargée de lipides, de protéines un petit peu superflues entre guillemets. Mais moi, je reste convaincu que c'est la même idée que la peau des raisins, parce que vous savez que la peau des raisins est porteur de polyphénol, de qualité aussi aromatique, de l'identité des vins. C'est-à-dire qu'un pressurage fort des raisins va permettre une extrême extraction de l'aromatique. Donc effectivement, la peau a toujours été essentielle, donc pourquoi pas aussi sur le riz. Moi, Président, j'avais une anecdote que j'avais particulièrement aimée avec vous, c'est comment déceler, comment identifier un grand millésime à l'avance. Et la nature nous donne un signe assez drôle d'ailleurs, je trouve. Alors peut-être que vous pourrez nous l'expliquer davantage, mais lorsque vous vous promenez dans vos rizières gorgées d'eau, vous voyez des minuscules crevettes qui font une toute petite taille. Et ces toutes petites crevettes laissent présager un grand millésime. Voilà, on les voit ici, hein, ces petites crevettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène? ですね、豊永社長、例えばこの年はすごくいい年だというようなこう自然の予兆はどういったところから分かるんでしょうかと、この間こういった虫が出ると水の質がとてもきれいだということを教えていただきましたけど、そのあたりももう少し教えてください。はい、
そこに真ん中の上の方にこれホウネンエビというんですね。ホウネンエビっていうのはどういう意味かというと、このちっちゃいエビなんですけれど、このエビが出たら田んぼの中に発生したらこの年は豊作だというふうに言われてます。このホウネンエビというのはきれいな水の中にしか発エビです。もう当然農薬とか化学肥料を振った田んぼにはもう決して出ることはありません。でこのエビとか、あとやはり私たちのところには健全な環境なので、たくさんの虫が来ますけれども、そのうまく調和してで、いつもそういうなんでしょう、豊作というか、出来はね非常によくできます。今まで私ずっと30年間農業をやってきましたけれど、正直言って1回も不作はありません。はい。この間社長が、有機に変えるところで何年かその元の生産量に戻すのに時間がかかったっておっしゃってたと思うんですけど。そうですね。それも少し。やはり有機でやるときに私たち田んぼに水を張って作りますので、一番大敵は何かというと雑草なんですよね。でその雑草取りがすごく大変で、私たちは10年間この雑草取りをずっと毎朝、それから夕方ですね、夕方、雑草取りを蔵人で全員で、10年間やり続けました。で、10年目に不思議なことに、もう草は一つも生えなくなりました。これはどういうことかというと、土がですね、微生物のいっぱいいる土は非常に柔らかいんです。もうツルツルなんです。農薬を使った土はザラザラっとしてます。手触りが全然違います。そういう細かく柔らかい土になると、水を張った田んぼではですね、雑草は生えなくなってくるんです。じゃあ、ここでワッコさんに通訳していただきますが、En fait, vous avez, c'est Wakuko va traduire, mais en attendant, je vais passer le petit vidéo de rizière silencieuse. Pendant ce temps, vous pouvez écouter. Oui? On va regarder en même temps, ouais. Oui, en même temps, oui. Cette petite crevette apparaît dans la rizière pour l'année de récolte abondante, parce que cette petite animal ne peut pas vivre que dans la rizière propre et sans engrais chimiques. Donc dans les autres rizières avec l'engrais chimique, il ne peut pas vivre. Et puis il vit aussi avec des autres insectes en harmonie. Et puis depuis 30 ans, on cultive du riz dans cette rizière, mais il n'y avait pas de l'année de mauvaise récolte. Et pendant 10 ans, on s'est battu avec des mauvaises herbes. Et pendant 10 ans, on a enlevé le matin et le soir tous les personnels tous les personnes de brasserie. Mais au bout de 10 ans, les mauvaises herbes se disparaissent complètement. C'est-à-dire que la qualité du sol est complètement transformée. La texture est plus soyeux, enfin pas soyeux, mais c'est vraiment différent par rapport aux autres types de sol utilisés en engrais chimiques. On voit bien de toute évidence que le développement de cette vie microbienne est le témoin que l'endroit est très sain. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette vision de l'agriculture biologique, c'est pour la sérénité de tous et même de la vie microbienne. Donc effectivement, oui, on ne peut
que se féliciter de cela. Donc, bravo à vous, Président, pour tous ces efforts de conversion en organique. C'est vraiment un travail assez fabuleux. Est-ce que on peut regarder peut-être, Tomoko, oui. les vidéos sur le process oui. De fabrication? D'abord, on passe. Voilà. Et le riz de Kumamoto, vous voyez, donc ce riz de la préfecture certifié. Donc le Gin no Sato, hein, comme on l'évoquait, voilà, ce série de 30 kg que l'on va donc mettre à tremper ici. Donc en genmai, donc non poli, donc c'est 2 jours de trempage, comme on l'a évoqué. Travail colossal. Et donc c'est 30 kg de riz que vous voyez, riz blanc non poli. Qui est assez rare d'ailleurs, effectivement, comme vous l'avez vu. Là, on voit un peu tout en même temps parce que là, le riz sort de la cuisson, donc il est extrêmement chaud. Donc, faire attention. Là, ce sont des sacs de 300 kg de mémoire. Donc, là, le riz est absorbé. Alors, non, attendez, là, c'est plutôt absorbé d'eau. Voilà, donc là, il est trempé, effectivement. Gorgée d'eau. Voilà. Et ensuite, une fois qu'il est gorgé d'eau, c'est la cuisson. La cuisson, c'est toujours un moment très dangereux d'ailleurs dans le process parce que ça brûle énormément. Voilà. Cette cuisson, donc c'est là par contre, c'est par 300 kg. Voilà. Une fois que tout cela donc, est réalisé, on va récapituler. Donc l'eau, trempage, effectivement. Ensuite, une fois que la cuisson est terminée, on va donc, entre guillemets, ce riz étuvé, on va l'homogénéiser pour bien le refroidir. C'est important. Et ensuite, une partie, vous voyez, va être mise en Kojimuro pour l'ensemencement du koji. Donc voilà, la sortie spectaculaire du riz de l'étuve. Donc le riz est brûlant. Plus d'un se sont brûlés les mains, donc il faut faire extrêmement attention à ce moment du process. Donc là, voilà, c'est 300 kg de riz. C'est la base, hein, entre guillemets, un 10 sachets égale 300 kg. C'est un petit peu, comme on dit en Champagne, pardon, cette cuvée de 2050 litres. C'est un peu pareil. Les 4000 kg de marc. Là, c'est 300 kg. Le refroidissement qui se fait tout de suite. Parce que dans la Kura, il fait quand même pas si chaud que ça. Il fait tempérer, mais pas si chaud que ça. Donc, ça refroidit assez vite. Vous voyez, donc là, on va homogénéiser. On va essayer qu'il n'y ait pas de boule de riz qui pourrait, bien sûr, être un obstacle compact au koji. Donc, on va bien séparer comme ça, vous voyez, avec la pelle. C'est toujours très important, ça, de bien émietter ce riz, parce que si vous laissez des gros blocs, voilà, obstacle à la saccharification. Ça, c'est effectivement un geste qui peut paraître anodin, mais qui est, je vous assure, extrêmement important. Et on ne peut vraiment pas être laxiste sur cette étape, qui est vraiment importante. Bien émietter, c'est extrêmement important. Voilà, donc transport à la brouette. Très lourd. Excusez-moi, ça bug un petit peu. Et donc là, on va directement aller en cuve de fermentation pour aller préparer ces fameux moromi. Hein. Moromi, M-O-R-O-M-I, moromi, qui signifie cuve de fermentation, tout simplement. Donc voilà, ici, le riz étuvé est rajouté dans cette cuve où il y a déjà du riz cogifié, des levures également. Et donc là, c'est la fameuse double fermentation simultanée, une activité levurienne très forte, beaucoup de vie dans la cuve. Hein. Ça fait d'ailleurs un bruit presque d'ébullition assez important.
Donc voilà, en même temps, le koji cherche le riz étuvé pour le changer en sucre et pendant ce temps-là, la levure cherche le sucre pour le transformer en alcool. Ce fameux process du saké japonais que vous connaissez, qui est donc ici réalisé. Voilà l'activité levurienne que vous voyez par rapport à ces bulles très nombreuses. C'est un process fermentaire unique au monde, hein, rappelons-le quand même, c'est une double fermentation en cuve simultanée. Ça fait partie de l'ADN, hein, clairement, de ce shochu, d'avoir une trace de riz et ce parfum, effectivement, de saké japonais très, très présent. Tomoko, est-ce qu'on peut passer à la dégustation? Oui. Ou est-ce que vous avez d'autres questions sur le process? De toute façon, les questions, n'hésitez pas, hein, on pourra bien entendu y répondre ensemble. Tomoko, est-ce que tu veux présenter David? Oui, David, s'il vous plaît. Oui. Donc, oui, David, tu peux... Oui, tu as un micro ouvert. Oui, voilà. Je te laisse te présenter toi-même un peu en français. D'accord. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi j'ai un restaurant avec beaucoup de références de saké japonais, du shochu et également une épicerie depuis quelques mois. Et je suis passionné du coup par le process du saké. J'essaye toujours de trouver des références qui changent. Et depuis quelques temps, mon nouveau challenge, c'est le shochu. Parce que j'ai découvert en fait des saveurs qui étaient assez plaisantes, surtout au niveau, on va dire, des alcools, on va dire, qui ne sont pas trop puissants dans l'attaque, avec beaucoup plus de douceur. Et au niveau de ma clientèle, eh bien, ça a beaucoup séduit. Et c'est pour ça que du coup, j'essaye de me former un petit peu plus sur ces nouveautés. Merci beaucoup, David. Parfait. Ça, c'est extrêmement encourageant pour la suite et pour surtout la future, on espère, popularité du shochu en France. Alors, si vous le voulez, je vais pouvoir vous proposer ma dégustation, ma version de ce shochu, agrémentée d'accords, hein, bien sûr, avec la cuisine française. Ça, c'est aussi important, et ma vision de son adaptation à notre marché. Bon, évidemment, une robe relativement cristalline, argentée, reflet argenté, mais des touches quand même légèrement vert pâle. C'est surtout une vue qui interpelle par la quantité de larmes extrêmement abondante, très fine et très nombreuse, vraiment qui témoigne aussi de ces 35 degrés d'alcool que l'on a affiché donc, à l'étiquetage. Donc, je ne sais pas si vous les percevez comme moi, ces larmes. Malheureusement, j'ai un peu de reflet, je suis désolé. Je ne suis pas sûr que vous l'avez, mais c'est vraiment extrêmement abondant. On a vraiment l'impression d'avoir un cognac dans le verre. ですね、今グラスの中に入っているのは非常にクリスタルな輝きのいっぱいの35度のこちらの寒囲い玄米の焼酎です。今、ダビッドさんと一緒に、試飲をしています。で非常に、粘性が、きれいな粘性があって、コニャクのようなこの、揺れ方ですね、そういったものも大変透明でありながら感じます。Et un premier nez qui délivre une intensité relativement maîtrisée, fine, raffinée, élégante, et qui, au niveau aromatique, se réapproprie les notes du saké. On y découvre notamment des notes plutôt de fruits blancs, de melon vert également. Ce melon vert agrémenté d'anis, de fenouil. On est vraiment sur un registre quand même très saké japonais. Il y a également un caractère exotique qui va compléter ce bouquet. Avec notamment l'apparition je trouve, de pêche blanche, fruits du dragon également un petit peu, et quelques notes de mangue que je découvre au fur et à mesure de l'aération. C'est un très joli nez, très expressif, élégant, distingué, où le support éther n'est pas du tout dominant. On a une subtilité vraiment au nez qui fait penser plus à un saké puissant qu'à un shochu. まずですね、香りを、嗅いだところで非常に繊細でエレガントな香りです。非常にこう、
計算された、その緻密な香りですね、メロンですとか、それからアニス、フノイユ、フノイユというハーブですけれども、こう空気に触れさせてこう回しますと、さらに白桃ですね、それからちょっとエキゾティックなマンゴーといったフルーツの香りも、上がってきます。非常に、もうとにかく、エレガントで、繊細さっていったものをまずとても、強く感じます。L'attaque en bouche, parce que je viens de déguster, elle est franche sur l'acidité et la fraîcheur. En revanche, le corps de bouche évolue sur davantage de chaleur et de structure. Là, effectivement, à ce moment précis de la dégustation, les 35 degrés d'alcool sont perceptibles. Effectivement, au niveau aromatique, le corps de bouche se définit avec un peu plus de complexité. Notamment, je rajouterai la coco et les notes poivrées qui apparaissent. Ce poivre blanc également que j'ai vraiment en bouche, qui vraiment accompagne et soutient cette intensité alcool. La fin de bouche se poursuit sur un aspect vraiment chaleureux, persistant, et amène surtout, je trouve, ce côté tactile en bouche extrêmement intéressant et presque salin. Ça me fait aussi penser un peu à l'acide succinique, vous savez, qui amène dans les vins ce côté un peu gras, salin, justement. Ça me fait un peu penser à ça. C'est très joli. On a effectivement en bouche ces 35 degrés d'alcool. C'est pour cela qu'en termes de température, on est sur un fil avec ce saké. On doit bien garder au frais, absolument. まず味わいですけれども、口の中に含んだ途端にですね、酸味、きれいな酸味と爽やかな味わいがすぐに感じられるんですが、やはり35度という、ね、アルコール感っていった力強さも広がっていきます。白ペッパーであるとか、そういった少しスパイシーな骨格が感じられます。そして最後には、塩味ですね。塩味っていうのは非常にミネラル感も含むものなので、塩味が感じられます。こちらの焼酎はやはりフランスでサーブするときは、しっかりと冷やしてサーブをすることが基本になると思います。Ce shochu est un produit fragile. C'est pour cela que je ne préconise pas de dilution avec quelques ingrédients que ce soit, ni glaçons, ni soda, ni tonique. Il faut vraiment le considérer seul, froid et dans un verre à vin si possible. そしてこちらはサーブするときは大事なのは非常に繊細な味わいですね。繊細感をキープしながらお客様に飲んでいただかないといけませんので、ソーダで割ったりとか氷で割るということはお勧めしません。やはりまず焼酎自体をしっかり冷やしてですね、冷やしてサーブして、そのまま木で飲んでいただく。そしてグラスはワイングラスで、ね、大きく空気に触れながら飲んでいただくのがいいと思います。Pourquoi un verre à vin? Parce que bien sûr on a un pied ici. Comme je l'ai dit, il faut garder la fraîcheur. Si on met les mains ici, on va tout de suite le réchauffer et donc changer son visage. Pour cela qu'il est important de garder la fraîcheur en touchant le verre uniquement par le pied. こちらのグラスは何度も言いますけれども、冷たい温度でサーブされるということが非常に大事です。ですので、足つきのグラスが非常に大事です。グラスを持ってしまって手の体温で焼酎の温度が上がらないように、足を持って冷たい焼酎をキープしながら、冷たさをキープしながら飲んでいただくということが非常に大事です。Alors bien sûr, j'ai voulu décliner ce saké sur la cuisine française en 4 temps. À chaque fois, je vais garder cette température de 8-10 degrés, identique pour tous les accords, verre à vin pour tous les accords. そうですね。ですので、excusez-moi, juste vous j'ai pensé juste une question de Damien Gérard. Je n'ai pas bien écouté, pardon. Mais, donc, pardon, oui. Donc, je vais proposer 4 accords. Oui, 4 accords, oui. Et je vais utiliser la même température pour les 4, entre 8 et 10 degrés. Oui. Et pour les 4 plats, j'utiliserai toujours un verre à vin.
ですね、こちらのペアリングに関しては、もう温度は8から10もうここから上げないということが大事です。そしてこの8から10の中で4つのペアリングを提案したいと思います。Et je réponds à Damien juste après. Oui, oui, merci. Oui. En amuse-bouche, tout d'abord, je vous propose un velouté épais de petits pois parfumés à la menthe fraîche pour faire résonner cet aspect végétal rafraîchissant au contact de l'aromatique d'anis de fenouil qui va pouvoir tempérer ce velouté froid en bouche, va pouvoir tempérer un peu la sensation d'alcool en bouche. そしてですね、まず、前菜としましては、グリーンピースの、スープですね、冷たいスープです。そして、ミントですね、ミントですとか、フノイユが少し乗ってると、爽やかなお料理、冷たいお料理を出すということがミソであると。あと、やはりこの、グリーン系の野菜系のものが合うと思います。Deuxième accord, une entrée sympathique avec l'iode, puisque comme nous sommes près d'un saké japonais en termes de texture et de délicatesse, j'aimerais l'imaginer avec des huîtres de pleine mer, l'île de Kalo, qui propose des huîtres extrêmement iodées. Donc bien sûr ici, huîtres crues, travaillées avec à l'intérieur un petit granité vodka kiwi. Pourquoi un granité vodka kiwi? Parce que quand on va avoir cette huître en bouche, eh bien ce granité vodka kiwi va préparer un peu le palais à la sensation alcool, va amener un peu de texture et de structure pour que davantage le shochu soit plus intégré à l'ensemble. L'aspect kiwi pour répondre à l'aspect exotique de ce shochu et l'aspect iodé de l'huître pour répondre à sa finesse et à son élégance. Pardon, vodka kiwi, c'est une sorte de kiwi? C'est un granité, vodka et kiwi. C'est le nom de granité. Oui, oui, vodka et kiwi. Un granité à la vodka et au kiwi. あら、ウォッカキウイ。ですね、まずお料理に関しては生牡蠣がいいと思います。生牡蠣なぜいいかと言いますと、生牡蠣の中でも焼香がたっぷりとしたですね、焼香感のたっぷりとした生牡蠣がこちらの焼酎のですね、非常に補完関係を満たすことができるということですね。でまず最初にこの生牡蠣の中にキウイですね、キウイの一部を少し乗せることによって口の中で焼酎が入る前に用土たっぷりの生牡蠣とそのキウイの味わいで焼酎の準備を焼酎をle kiwi, Tomoko, on parle bien du fruit, hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, キウイですね。キウイというフルーツと用土のたっぷりの生牡蠣を口の中に含むことによって焼酎の準備がですね、口の中でできるということで、そういったお料理がとても合うと思います。En plat, j'imagine un plat assez noble avec ce shochu et aller chercher une Saint-Jacques juste saisie, dorée au poêlon. La Saint-Jacques dorée avec cette sauce crémée, cette sauce à la crème, on peut imaginer un fond de volaille, échalote, citron, et agrémenter cette préparation de lamelles de pommes vertes crues qui pourra faire un vrai écho. La Saint-Jacques avec cette texture légèrement ferme va vraiment créer entre l'aspect ferme de la Saint-Jacques et l'aspect légèrement éthéré de ce chouchou, va créer un vrai accord de texture et surtout la pomme verte pour rappeler la fraîcheur et ce gras qu'on va envelopper avec cette sauce crémée. Cette sauce va vraiment tapisser le palais, amener de la générosité et là le chouchou aura beaucoup plus de place pour s'installer parce que le palais sera préparé à accueillir ces 35 degrés avec cette sauce crémée. ですね、お料理に関しては、ホタテ貝をベースにすることをお勧めします。割と固めのホタテ貝ですね。それにクリームソースです。でこのソースのベースはチキンのスープ、チキンスープをベースにしたクリームソースですね。そこにシトロンですとか、青リンゴを添えますと、こちらの35度の焼酎を、爽やか系の軽めのお料理で保管することができて、非常に両方の良さが味わえると思います。
Et je termine avec un classique français, un peu twisté, une tarte citron meringuée parfumée au basilic. L'aspect citron et basilic est extrêmement rafraîchissant pour terminer un repas et il est en totale adéquation avec la finesse de ce saké, de ce shochu, excusez-moi. Effectivement, l'aspect basilic amène cette légère touche végétale qui donne beaucoup de dynamisme et de panache à l'ensemble en bouche. Et voilà, c'est toujours une association assez intéressante avec ce shochu délicat, raffiné, pour l'accompagner sur la fin de repas tout en fraîcheur. そしてですね、デザートは、料理の締めとして必須ですけれども、メレンゲとシトロンをベースにした、タルトですね。ここにバジリコを少し風味として乗せますと、この焼酎の、を補完する爽やか系な味わいをずっとキープしながら、テキスチュールとともに楽しんでいただけると思います。Ce shochu, hop là, le voilà. Lors de mon travail d'accord mets et shochu avec celui-ci, j'ai dû le considérer de par son élégance et entre guillemets sa fragilité, un peu comme un champagne. C'est-à-dire que lorsqu'on crée des associations mets et vins avec un champagne, c'est toujours sur le fil, c'est vraiment fragile, ça se joue à peu de choses parce que la bulle est présente. La bulle nous oblige aussi à maîtriser un peu les saveurs et à jouer d'équilibre. Eh bien, j'ai eu cette même sensation ici en créant ce menu pour ce shochu. La sensation de respecter quelque chose de très fragile, de délicat, mais de terriblement gastronomique. Donc, bravo, Monsieur Toyonaga. 豊永社長、最後にですね、トータルで、この焼酎をどのように、ソムリエとして扱ったらいいかという最後の締めですけれども、シャンパンのペアリングを合わすようなイメージが私はいいと思います。こちらの焼酎は非常にデリケートでエレガントないろんな複雑な味わいが込められていますので、シャンパンはちっちゃな泡があって、そういった泡をキープしながらペアリングを合わせるのはソムリエとしては、ソムリエ魂にそそるといいましょうか、非常に難しいけれどもやりがいがあるものなんですが、まさにこちらの焼酎はそういった上質なシャンパンと合わせるようなに値するような焼酎だと思います。非常に、常にエレガントで繊細でデリケートな部分を、いかにピンポイントのお料理で合わせていくかということを、追求すると楽しい一品だと思います。本当に素晴らしい焼酎だと思います。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on répond à Damien maintenant? Oui, s'il vous plaît. ちょっと質問が来てますのでお答えします。ちょっと質問したいと思います。Damien, rapidement, je te donne juste mon retour d'expérience où effectivement, j'ai pas eu l'occasion de goûter l'évolution de ce shochu dans le temps. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il est d'ores et déjà prêt dès sa prime jeunesse. Après seulement 6 mois d'élevage, on a vraiment un shochu extrêmement expressif, pardon. On a beaucoup d'intensité, de délicatesse, d'équilibre. Tout est vraiment maîtrisé, bien en place. L'évolution est complexe parce que sur quelque chose de distillé sous verre, il y a plus d'évolution en réalité. C'est comme les cognacs mis en bouteille, il n'y a plus d'évolution. C'est uniquement en fût que l'évolution se produit et en cours d'élevage. Ceci dit, la question est assez bonne et j'aimerais donner la parole au président. Parce que moi-même, je suis très curieux, n'ayant pas goûté de vieux shochu de la maison. Est-ce qu'il y a une vraie influence? Est-ce que M. Toyonaga, et je poursuis la question de Damien, on a un intérêt à garder les shochu, à les faire vieillir en cave ou c'est pas fait pour ça, entre guillemets? 豊永社長、今ですね、フランス人の方から、ビザビエにこちらの焼酎を、熟成させていくとどんなふうに変わっていくのかっていうのを知ってますかと、知ってたら教えてほしいと質問が来まして、彼はもうつい最近いただいて飲んだばかりなので、まだそのあたりはわからないと。ということで、社長の方から、こういった玄米の有機の焼酎を熟成させていくとどんなふうに変わっていくかということを教えていただけませんか。
はい、ですね、熟成させていくと、当然こう柔らかく、もっと35度なんですけれども、度数を感じなくなりますし、この今どちらかというとちょっとフルーティーな香りもありますけど、これプラス、玄米の香りちょっと非常に難しいんですけど、玄米の香りがもっと前面に出てきて、非常に面白い、味わいと香りになっていきます。井出さんお願いします。玄米の香りというのは香ばしいという香りでしょうか？香ばしいではないんですよね。香ばしいじゃないですね。これすごく表現するのがすごく難しいんですけれど、はい、そうですね。まあ玄米の香りとして言っといたら酸味がありましてですね。これ、私も玄米でしか嗅いだことのない香りなんですけれど、独特のちょっと香りが出てくるんです。Donc après avoir vieilli, ça devient plus rond dans la bouche. Et puis c'est 35 degrés d'alcool, mais on ne sent moins l'alcool. Et puis il y a la côté fruité qui reste, mais en plus on peut avoir l'arôme de riz nampoli. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est l'arôme spécifique de Genmai. Est-ce qu'il y a quelque chose pardon, à envisager sur le travail de l'eau de vie après distillat? C'est-à-dire que la période d'élevage, donc de conservation des eaux de vie, soit en cuve, soit en fût, pardon, est primordiale pour nous en France. La question est la suivante. Dominique Laporte, tu me dis si je me trompe, mais à chaque année passée en fût de chêne, un cognac perd à peu près 1 degré d'alcool. Et donc, ça va polir un petit peu cette eau de vie. Je parle de cognac, hein, évidemment. À travers ce vieillissement en barrique, ça va apporter de la complexité également. Est-ce que conserver le shochu plus longtemps avant mise en bouteille, c'est intéressant pour lui ou pas? Est-ce que c'est-à-dire des vieillissements prolongés en cuve peuvent être envisagés ou c'est pas vraiment la question? すいません。Donc, c'est le vieillissement dans quelles conditions est meilleur, c'est ça? Oui, aussi. Et est-ce qu'il y a un intérêt de faire vieillir longtemps? だから、豊永社長、まず熟成させる方がいい。できるだけ長く長期熟成させた方が商品の面白さっていうのが出るタイプの焼酎なのかということと、もし熟成させるんであればどういう環境、例えばイノックスがいいとかセラミックがいいとか、なんかどういった亀の環境がいいかとか、そういったところを教えてください。はい、今飲んでられるタイプはそれほど熟成は必要としません。このタイプはですね。で、熟成タイプはまたちょっと蒸留の仕方が違いまして、もっと力強いタイプに作り上げます。で、それは、貯蔵方法はセラミックがいいです。はい、ありがとうございます。Donc le shochu que vous êtes en train de déguster, ce n'est pas la peine de laisser très longtemps vieillir. Mais par contre, si on voulait faire vieillir, on fabrique un shochu de la manière plus puissante et puis on conserve dans un céramique. D'accord. 熟成させる時のタイプと今飲んでられるタイプはちょっと違います。違うタイプに作り上げます。Donc c'est
à partir de méthodes qu'on différencie si shochu est destiné à vieillissement ou pas. Mais de toute évidence, comme je reprends une question qui est posée en amont, on le considère plus comme une eau de vie qu'un vin en vieillissement. ですね、熟成に関しては、ロードビーというよりもワインを熟成させるような、コンセプトなんでしょうか。どういうことですかね。考え方としては、donc on considérait plutôt comme le vin que l'eau de vie au moment En vieillissement. vieillissement. 熟成 D'accord. 熟成に関してはこうワインを熟成させるようなイメージでしょうか。ワインとあと何があるんです？あとロードビーって蒸留酒ですね。蒸留酒。はい。まあ、当然私たちも蒸留酒なんですけど、ね、あんまりその容器の影響を受けない形で、はい練せた方が面白いです。ああ、なるほど。じゃあすみません。なるほど、わかりました。はい。はい。Ouais, c'est intéressant. Du coup, la question était très bonne, hein, oui. parce que oui, moi, j'avais pas cette idée, mais oui, intéressant. Donc, Bakuko va expliquer. Oui. Oui. Donc, l'idée de vieillissement de M. Toyonaga, enfin, ce shochu est évidemment une boisson distillée, mais c'est plus intéressant de laisser vieillir sans influence de fût de chêne ou de tonneau particulier. Donc, il faut laisser dans un céramique sans trop influencer de bois ou bien de l'environnement extérieur. Ouais. 瓶熟もいいです。瓶で寝せるのもいいです。Et vieillissement dans la bouteille aussi, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant parce que vraiment, nos usages, les eaux de vie françaises, bon, les eaux de vie même globales, hein, on est vraiment sur un arrêt de l'évolution dès qu'on passe sous verre. Et ici, donc, il y a un travail d'évolution quand même sous verre. Donc, ouais, c'est encore un élément extrêmement intéressant. C'est passionnant. Xavier, peut-être qu'on peut passer le commentaire David. Comme, David, oui. Oui, David, si tu veux, tu as plein de commentaires, donc merci si tu as. Alors, tout d'abord, j'ai été très étonné en fait de ce produit parce que forcément, j'ai retrouvé toute la signature en fait du saké. Donc, étant donné qu'il était à 35 degrés, je m'attendais à quelque chose avec un air beaucoup plus puissant. Et c'est plutôt fruité, c'est léger. Et au tout début, quand Xavier, tu as commencé. Alors moi, j'étais basiquement parti sur un verre pour tout ce que j'utilise pour la distillation, c'est-à-dire un verre classique. Et j'ai regoûté du coup en ajoutant le socle qui refroidit. Et c'est vrai que quand il est frais, c'est vraiment bluffant. Là, les notes du coup salin, un peu iodé vont ressortir carrément beaucoup plus. C'est vraiment bluffant en fait. J'ai l'impression d'avoir eu deux produits différents. Une fois qu'on met frais, on a un nez qui est beaucoup plus délicat, beaucoup plus parfumé. Et j'avais tendance au début à me projeter pour le vendre uniquement en digestif à la fin d'un repas. Et ben du coup, non. D'un coup, maintenant, je le vois vraiment comme quelque chose que j'ai proposé en apéritif durant le repas. Chose que j'aurais jamais osé. Bien que je vends des whisky en apéritif, c'est vrai que le shochu, je l'imaginais toujours en fin de repas. Et c'est là où, alors aussi, c'est parce que j'avais jamais eu l'idée, mais c'est vrai que ce produit il a aucune attaque au palais. C'est quelque chose qui pour moi est très facile à vendre. Et ça, c'est important parce que du coup, je risque pas d'avoir quelqu'un qui va avoir un geste, on va dire, de réaction en disant qu'est-ce que c'est? Là, tout de suite, on a des arômes qui vont matcher. Donc, je suis vraiment séduit en fait parce que c'est rare en fait qu'avec un alcool distillé, on puisse se projeter, on va dire, sur un autre univers classique. Donc, merci Xavier pour l'idée
de température parce que je vais la mettre en place très rapidement. Et merci aussi pour ce produit qui… alors, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit sur les notes aromatiques parce que forcément, on retrouve les mêmes. Mais c'est vrai que j'accentuerai surtout sur le côté salin qui est étonnant et je comprends du coup énormément tous les accords que tu as faits. Alors, vu que moi, j'ai une cuisine plus basée sur les sushis, moi, j'ai tout de suite pensé à ma crevette Oxy Blue qui est une claque et qui se marie énormément avec ça. Mais avec la cuisine, on va dire, traditionnelle française, il y a vraiment un coup à faire, vraiment. Autant sur les autres shochu que j'ai dégusté avant, j'avais pas eu, on va dire, une telle excitation. Mais là, j'espère que ça va vite être importé parce qu'il y a des choses à jouer là-dessus. Donc, félicitations pour ce travail parce qu'il y a vraiment, en plus, le fait que ça soit bio, c'est nickel. Là, il y a vraiment des… Non, je vais pas continuer à dire, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment un coup de cœur. Donc, merci beaucoup. Et David, tu es d'accord que ça reste fragile, entre guillemets, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, délicat plutôt, et qu'il ne faudrait peut-être pas le diluer avec de l'eau, des glaçons ou du c'est soda. pour ça que, alors moi je dilue jamais avec des glaçons. En général, quand on me demande un whisky avec glaçons, la personne, je la refuse directement. Moi j'utilise toujours, tu vois, ces socles-là qui refroidissent, comme ça ne change pas la structure. Ah oui, d'accord. Donc ça ne va pas être dilué. Et je suis d'accord avec toi, je vais pas on va pas partir sur un gin tonic avec une transformation. Je pense qu'en cocktail, ça perd tout intérêt parce que c'est très délicat au niveau des arômes. Si tu mets une goutte de liqueur dedans, la liqueur, elle va le massacrer. Donc, je pense que c'est un produit à mettre en avant tel quel parce qu'il est bien fini.豊永社長、短めに翻訳させていただきますと、まず35度の焼酎と思えないほどの繊細さ、エレガントさ、軽やかさに驚きました。まるで本当に16度ぐらいの日本酒を飲んでいるようなそのエレガントさに驚きました。でそして彼が本当に強調してたのは、今まで焼酎というと彼は和食店のオーナーなんですけれども、食後に出すものっていうことしか考えてなかったんですが、今回のグザビエさんの8から10度で出せっていうことで、先ほど私も常温から 8から10度に変えてですね、2つ飲んでみました。やはりもうおっしゃる通り、そうすると本当にさらにエレガント感とフルーティー感と、特にですね、最後の塩味がですね、際立って感じられるようになりました。そうしますと、私たちはお寿司を専門にしてますので、お魚などのお料理にこの焼酎を食中酒として冷やすことによってお出しすることができるんだなということを本当に今回確信教えていただきました。とにかくしかもこれを完全に玄米の有機でされているということで、コメントには書いてあったんですが、彼がもうフランス市場で、ポジションを得ることができる、そのオンリーワンになれる焼酎だということで、非常に素晴らしい焼酎をご紹介いただきまして、ここまで製品化されるの本当にご苦労が多かったと思いますけども、本当にブラボーっていうか、もうおめでとうございますということです。ありがとうございます。嬉しいです。メルシー、僕、サムトシ、僕ね。はい。ということで。Peut-être la dernière question, quelle est la différence entre le vieillissement en bouteille et celui dans un céramique? Peut-être c'est plutôt M. Toyonaga qui va répondre. Oui, c'est vrai. Peut-être si le président peut nous répondre sur cette différence de vieillissement en bouteille et en céramique. Effectivement, je veux bien savoir. はい、じゃあすみません。じゃあ最後の質問になりますけれども、瓶詰めしてから熟成させるのと瓶詰めしないで熟成させるの、どのような違いがあると思われますか？はい、熟成の速度は、タンクで熱せた方が、セラミックのタンクで熱せた方が、早く進みますけれど、瓶熟の方ですねは空気に触れる面積がちっちゃいので、熟成はちょっと遅いんですけれど、非常にピュアなそのままの玄米のうまみがそのまま表現できるのは、私は瓶熟の方だと思ってます。
Donc, la différence principale, c'est la vitesse de vieillissement. Dans la cuve de céramique, le vieillissement se passe plus rapidement. Et celui dans la bouteille, comme il n'y a pas beaucoup d'air dans la bouteille, le vieillissement se passe très lentement. Mais ils préfèrent le vieillissement dans la bouteille parce que ça ressort plus de caractéristiques de Genmai. Ok. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais chercher Monsieur Miyagawa. Monsieur Miyagawa. では、そろそろ宮川圭さん、これで終わりたいと思いますので、最後のご挨拶お願いします。Oui, merci beaucoup, Président. Et David aussi, également. C'était une magnifique explication. C'était pour nous, surtout des personnes de français, on est vraiment contents. Et également, nous remercions de Kyushu Industry Bureau et Jetro au Japon d'avoir aidé dans ce projet. J'espère que ce projet contribuera au brillant avenir de Shochu, évidemment, et de Kyushu. Arigatou gozaimasu pour tous les participants. Et surtout à bientôt, tout le monde. Merci. Arigatou gozaimasu. じゃあ最後に写真を撮りましょうか。樋口さん。樋口さん。お願いします。はい。じゃあ皆さん、見えますか？私はちょっと撮れないのでお願いします。写真の方を。Donc, c'est la photo. はい、どうぞお願いします。Donc tout le monde ouvre la vidéo, c'est ça? Oui. Pour qu'on puisse voir エゴンさん、画面の共有を切っていただけますか？そしたら多分全員映ると思います。はい。あ、大丈夫です。はい。これで。はい。いい感じですね。はい。はい。いい感じですね。はい。じゃあ皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。ありがとうございます。Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Arigato. Thank you. Thank you.